Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le jeudi 13 janvier. Voici les titres. La grève dans l'éducation nationale, les enseignants mais aussi les personnels de direction et les inspecteurs appelaient à un mouvement massif ce jeudi pour dénoncer le protocole sanitaire dans les écoles. Une mobilisation s'est tenue ce matin à Versailles avant un départ du cortège vers Paris. En ces temps de crise sanitaire, difficile de penser à son orientation et pourtant à partir du 20 janvier, les jeunes devront commencer à formuler leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Comment s'y retrouver avec l'offre de formation, mode d'emploi avec notre invité Thibaut Cogent, journaliste à l'étudiant. Enfin, c'est un projet inachevé de Louis XIV à Saint-Germain-en-Laye. Le grand bassin imaginé par le nôtre va être recréé au cœur du domaine national. Cet après-midi, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, est venue poser la première pierre de ce chantier porté par la ville, la région, le département et des mécènes privés. La colère donc des enseignants et personnels de l'éducation nationale. Une grande mobilisation s'est tenue ce jeudi pour dénoncer le protocole sanitaire dans les écoles, le manque de protection du personnel et aussi la multiplication des fermetures par manque de remplaçants. C'était à l'appel de 11 syndicats. FSU annonçait 75% de grévistes dans le primaire, 62% dans le secondaire aujourd'hui. L'Académie de Versailles, de son côté, parle de moins de 43% de taux de participation pour le premier degré, moins de 22% pour le second degré. Une manifestation s'est tenue à Paris dès 14h, de la place Edmond-Rostand jusqu'au ministère de l'Éducation nationale. Et plus tôt dans la journée, 300 personnes s'étaient réunies à Versailles devant les locaux de la préfecture des Yvelines. Le reportage de Mathilde Francou, Margot Gésio et Célia Gatsongo. Cette grève, ce n'est pas une grève contre le virus, comme l'indique le ministre avec son mépris habituel. C'est une grève pour exiger l'arrêt des protocoles inapplicables qui sèment un désordre. Le ton est donné devant la préfecture des Yvelines à Versailles. Directeurs d'école et professeurs du premier et second degré se sont réunis à 11h ce jeudi 13 janvier. Ils manifestent leur colère face au protocole sanitaire mis en place par le gouvernement et notamment par le ministre Jean-Michel Blanquer. On a un ministre qui nous méprise de plus en plus, qui est complètement déconnecté des réalités. Moi je suis en lycée, donc c'est particulièrement le bac qui est en jeu là pour les élèves qui stressent face à l'épreuve qui approche, des absences perlées pour un bon nombre d'élèves, pour un certain nombre de profs aussi. On demande de l'écoute, on demande que les réalités des établissements et des écoles soient vraiment prises en compte sur les risques sanitaires internes et que de toute façon il y a un partage, une analyse partagée et ça n'est pas le cas, c'est uniquement descendant sans tenir compte de ce que disent les personnels qui vivent le quotidien dans les écoles et les établissements. Dans la foule, il n'y avait pas que le corps enseignant qui manifestait, des élus étaient également présents pour les soutenir. Ce mouvement d'aujourd'hui, il a un caractère tout à fait inédit. Vous avez l'ensemble des syndicats enseignants qui se sont réunis, les parents d'élèves et nous, collectivités, nous sommes directement impactés par ce qui se passe dans les écoles, vous le savez bien, puisque ça relève d'une compétence des communes. Donc je suis totalement solidaire, bien entendu, de ce mouvement de grève. Ils étaient environ 300 à battre le pavé. Leurs revendications allaient au-delà de la crise sanitaire. C'est aussi une grève qui veut faire la lumière sur le manque de moyens. Et si on en est là aujourd'hui, si les écoles, les lycées, les collèges sont en train de craquer, c'est aussi parce que depuis le début du quinquennat Macron, les moyens n'ont cessé de diminuer, qu'ils soient insuffisants. Et donc là maintenant, si ça craque, c'est que ça fait longtemps en fait qu'on est au bord de la rupture. Le taux de participation à la grève s'élève à 33% selon l'Académie de Versailles, soit un professeur sur deux pour les enseignants du premier degré. Et les syndicats qui ont été reçus dans l'après-midi par le Premier ministre Jean Castex. Et c'est assez rare, les parents d'élèves soutenaient aussi cette mobilisation. La FCPE a signé l'appel à la grève. La fédération se dit non contente des allègements du protocole dans les écoles, avec donc ce nouveau protocole annoncé par le gouvernement. Comment les parents vivent-ils justement cette situation ? Margot Gésio et Laura Lego sont allés prendre le pouls à l'école maternelle Berthe Morisot et à l'élémentaire voisine Sonia Delaunay. C'est à Guyancourt. Écoutez. L'école est assez réactive. Après, c'est vrai que c'est un peu embêtant pour certains parents qui doivent garder leurs enfants à la dernière minute si la classe est fermée, s'il n'y a pas de remplaçant. Pour cette année, je crois qu'on n'a pas eu de cas contact encore, ou on n'a pas été au courant, mais ils vont faire des tests salivaires, il me semble, incessamment sous peu. Donc on verra ce que ça donne. La classe de ma fille a été fermée vendredi, elle a été testée, on a dû trouver en catastrophe moyen de la faire tester ce week-end. Et là ce matin, 3 nouvelles classes sont touchées, donc c'est un peu galère, oui.
Perturbation donc ce jeudi dans les écoles, perturbation à venir aussi dans les transports. Pour ce week-end, pas de grève mais d'importants travaux de maintenance effectués les 15 et 16 janvier. Conséquence dans les Yvelines, vous le voyez sur le RERC, pas de circulation samedi et dimanche entre Viroflay rive gauche et Saint-Quentin en Yvelines, tout comme sur la ligne J du Transilien où le service ne sera pas assuré entre Saint-Lazare et Poissy. Aucun train entre Saint-Cloud et Versailles rive droite sur la ligne L. Enfin, sur la U, le trafic sera interrompu entre La Défense et La Verrière tout le week-end. Pour tout savoir sur les itinéraires bis et les éventuels bus de substitution, rendez-vous sur le site de transilien.com, vous l'avez vu s'afficher sur cette animation. Dès le 20 janvier, les jeunes devront commencer à saisir leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. L'orientation est souvent un moment de stress pour les jeunes et leurs parents, avec en plus depuis 2 ans maintenant, presque 2 ans, le paramètre Covid-19 à prendre en compte. Comment s'y retrouver? On va poser la question à Thibaut Cogent, qui est notre invité par visioconférence. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à la rédaction de l'Étudiant, chef des rubriques lycée et Parcoursup. Il y a davantage de pression, on peut le dire, avec cette orientation qui est déjà normalement synonyme de stress. Avec le paramètre Covid-19, est-ce qu'il y a un peu plus de stress? Alors, l'orientation, c'est un moment stressant, ça, c'est sûr, d'autant plus que Parcoursup vient un petit peu sanctuariser tout le système d'orientation, puisque toutes les formations sont en même temps sur la même plateforme avec le même calendrier. Si le stress est déjà là, il est un petit peu augmenté, je dirais, avec la crise sanitaire, mais simplement parce que la crise sanitaire en elle-même est un moment stressant et que dans les lycées aujourd'hui, les élèves manquent d'accompagnement parce que on a vu comment c'est désorganisé, on en a parlé juste avant. Donc, ils n'ont pas forcément l'accompagnement des professeurs, ils n'ont pas forcément accès aujourd'hui aux conseillers d'orientation qui pourraient les aider. Voilà, c'est un petit peu la situation de désorganisation du lycée. Cette année particulièrement, je pense qu'il pourrait stresser un petit peu plus les élèves. Bon, des événements sont tout de même maintenus pour permettre aux jeunes de s'informer. Petit tour d'horizon des prochains salons et forums à venir avec Mickaël Elmidoro. Thibaut Cogent, même dans ce contexte, c'est important selon vous de pouvoir maintenir ce type de rendez-vous, ces forums, ces salons d'orientation. Il y aura le salon L'Étudiant en Yvelines, hein, on le reprécise, le 22 janvier au Vélodrome National à Montigny-le-Bretonneux. Que peuvent-ils trouver justement sur place? Pourquoi c'est important de pouvoir s'y rendre? C'est le contact. L'intérêt d'aller sur un salon, c'est d'abord de rencontrer plusieurs écoles, de pouvoir échanger avec des enseignants, mais aussi avec des étudiants, puisque c'est souvent les étudiants qui tiennent les stands des salons. Pour des lycéens, c'est intéressant parce qu'on peut se projeter assez facilement en parlant à un étudiant qui a juste 1 ou 2 ans de plus que nous, en posant des questions sur le contenu des cours, sur, sur les stages, ça peut être sur la vie associative, sur la vie sur les campus. On peut se projeter sur une école, on peut comparer des écoles en étant sur un salon, et ensuite aller sur des journées portes ouvertes où on va aller vraiment en immersion dans une seule école pour voir les locaux, pour mieux se rendre compte de l'état des choses. Et vraiment, l'idée, c'est l'orientation passe par le contact et par l'information. Donc, l'intérêt est vraiment de rencontrer les gens en physique pour avoir une meilleure idée des écoles dans lesquelles on va postuler. Alors, on voyait s'afficher la plateforme Parcoursup justement depuis le 21 décembre. Elle est consultable, en tout cas on peut consulter sur le site les formations disponibles. Les inscriptions et début de saisie des vœux commenceront le 20 janvier. Est-ce qu'on peut rappeler déjà le principe de cette plateforme Parcoursup ? C'est une espèce d'annuaire aujourd'hui là où il y a toutes les formations ou presque toutes les formations d'enseignement supérieur. Il y en a à peu près 20 000, un petit peu moins. Et c'est un outil qui permet aux élèves donc de s'inscrire. Tous les candidats qui sont donc des lycéens, des étudiants en réorientation, vont aller sur Parcoursup et ont accès à la même liste de formations, vont candidater selon un calendrier commun à tous. Une fois que les vœux seront clôturés fin mars, la plateforme collecte les vœux, les envoie aux différentes formations. Les formations les classent en utilisant Parcoursup, qui utilise dans ces cas-là comme un logiciel d'affectation. Et ensuite, Parcoursup resserre d'intermédiaire en disant aux candidats, aux élèves, voilà où vous êtes reçus et où vous n'êtes pas reçus. Et vous,
Vous disiez, c'est principalement destiné aux lycéens de terminale, mais pas que. Vous parliez aussi des étudiants qui veulent se réorienter, c'est ça? Oui, tout à fait. L'an dernier, ils étaient à peu près un petit peu moins de 200 000 étudiants en réorientation sur la plateforme pour un total de quasiment 900 000, 1 million de candidats. Donc, c'est très conséquent. Et il y a aussi d'ailleurs des professionnels. Je crois qu'il y avait 80 000 ou 90 000 professionnels, donc des personnes en reprise d'études, qui ne sont pas en réorientation parce qu'ils ont terminé leurs études une première fois. Le principe étant que Parcoursup ne permet de candidater qu'en première année. On ne peut jamais aller en deuxième année ou en master sur Parcoursup. C'est vraiment l'année post-bac, la numéro 1. Est-ce que c'est une étape obligatoire, incontournable pour s'orienter juste après le bac ou il y a des alternatives qui existent? De plus en plus, parce que je crois que l'objectif du quinquennat actuel, quand ils ont repensé Parcoursup, c'était que l'ensemble de l'enseignement supérieur soit sur la plateforme d'ici 2020. On n'y est pas tout à fait, mais il y a quand même 20 000 formations et le reste est difficile à quantifier. On ne connaît pas beaucoup les écoles qui n'y sont pas. Ce sont des écoles privées, mais il y en a, des écoles spécialisées et privées qui ne sont pas sur Parcoursup. Ceci dit, l'offre est tellement importante. Il y a tellement, les prépas, la plupart des BTS, les universités sont sur Parcoursup. C'est vraiment le plus gros de l'offre de formation y est, donc c'est presque incontournable aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de nouvelles formations qui entrent chaque année? Est-ce qu'il y en a à noter, par exemple, pour Parcoursup 2022? Alors, on arrive au bout. L'an dernier, il y avait eu Sciences Po Paris qui a fait son entrée, donc c'était le petit événement. Cette année, il n'y en a plus beaucoup. Quelques écoles d'art, les écoles nationales d'art ont fait leur entrée cette année sur Parcoursup. Mais voilà, on n'attend plus de gros acteurs puisqu'ils sont déjà sur la plateforme. Et une place aussi importante pour l'apprentissage. Je crois qu'il y a environ 6000 formations qui sont liées à l'apprentissage. Il y a beaucoup de possibilités en termes de diplômes liés à l'apprentissage. Alors, quasiment tout. C'est-à-dire qu'à part les licences et les classes préparatoires, aujourd'hui, quasiment toutes les formations proposent de l'apprentissage dès la première année ou un petit peu plus tard. Et l'avantage sur Parcoursup, c'est que le calendrier est décalé. Le calendrier d'apprentissage, par exemple, court jusqu'en octobre. Alors, ce sont des recrutements un petit peu différents. Et aussi, l'inconvénient, c'est qu'on ne postule pas qu'à une école. Il faut aussi trouver un contrat dans une entreprise, évidemment, pour faire les deux. Alors la prochaine étape, c'est le 20 janvier avec l'ouverture des inscriptions et les jeunes pourront commencer à saisir leurs vœux. On parlera du calendrier dans un instant. Juste, est-ce qu'il y a des conseils que vous pourriez donner à nos jeunes téléspectateurs pour saisir le plus parfaitement possible, on va dire, ces vœux sur Parcoursup? Alors, il faut bien... les jeunes peuvent faire 10 vœux et 20 sous-vœux. Les sous-vœux étant, par exemple, un vœu, c'est je postule à un BTS MCO. Les sous-vœux, c'est les différents lycées qui proposent ce BTS. Déjà, il faut bien prendre la mesure de la quantité de vœux qu'on peut faire et s'organiser en fonction. Un conseil que je donne systématiquement, c'est de placer au moins un vœu non sélectif, parce qu'au cas où on sera refusé partout, en ayant mis un vœu non sélectif, c'est-à-dire une licence qui n'est pas en tension, on aura au moins une porte de sortie pour l'année prochaine faire quelque chose en attendant de repostuler. Et puis, je pense qu'il ne faut pas s'auto-censurer. Il faut oser aller sur des formations qui peuvent nous paraître un petit peu élitistes, un petit peu difficiles d'accès, mais ne pas faire que ça et aussi avoir conscience de ses capacités par rapport aux formations qu'on demande. Le mieux pour ça, c'est justement d'aller sur les journées portes ouvertes, de parler aux profs pour demander quel est le niveau des élèves qu'ils ont généralement et de s'identifier ou pas à ce niveau-là et de mettre... Alors, on peut mettre une formation un petit peu difficile pour le challenge, mais aussi mettre des formations à son niveau pour assurer ses chances, et pas que ses chances d'entrée, mais aussi sa réussite l'année prochaine. Aussi. Et comment on s'y inscrit sur Parcoursup ? On se connecte sur le site à partir de jeudi 20 janvier. C'est généralement dans la journée vers 14h, 16h, ça dépend des années. Et puis, il suffit d'avoir une adresse email et son numéro INE. C'est le numéro, c'est une espèce de matricule de lycéen qui se trouve sur les convocations du bac ou sur le relevé de notes des épreuves de français, par exemple. Une question aussi sur le calendrier. Quelles sont les étapes à ne pas manquer dans cette étape, justement, dans ce processus Parcoursup ? Alors là, c'est la phase d'inscription qui commence le 20 janvier, ça va jusqu'au 29 mars. Le 29 mars, il faudra avoir validé ses vœux. Et ensuite, on aura encore quelques jours, enfin les candidats auront encore quelques jours pour peaufiner leur dossier, c'est-à-dire écrire des lettres de motivation, affiner le CV, avant de tout envoyer, que Parcoursup envoie tout d'un bloc à l'enseignement supérieur. Et ensuite, il y a une belle zone de creux, c'est-à-dire que pendant quasiment 2 mois, les élèves font rien. Alors, à part ceux qui vont passer des concours pour entrer dans les écoles, ça se sera organisé généralement en avril-mai. Et puis, à partir du 2 juin, Parcoursup va se réactiver pour donner des réponses aux candidats qui auront jusque mi-juillet pour répondre. Et ceux qui n'ont rien auront une nouvelle phase, la phase complémentaire qui ouvre vers mi-juin. Et cette phase complémentaire, en fait, c'est les places qui restent sont remises en jeu. Et c'est une espèce de deuxième chance pour les candidats qui n'ont pas eu de solution.
Et donc la prochaine date à retenir, 20 janvier, avec l'ouverture des inscriptions, début aussi de la saisie des vœux sur Parcoursup. Pour toutes les informations, vous pouvez vous rendre sur le site de Parcoursup, de l'étudiant également. Et il y a aussi des événements qui se tiennent, et on le disait tout à l'heure, ce salon de l'étudiant en Yvelines qui se déroulera le 22 janvier au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Merci Thibaut Cogent d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je rappelle, journaliste à l'étudiant et chef des rubriques lycée et Parcoursup à la rédaction de l'étudiant. Dans le reste de l'actualité, ce dossier validé par l'Agence régionale de santé, un nouvel hôpital va voir le jour dans 8 ans à Rambouillet. Le site qui est installé aujourd'hui rue Pierre et Marie Curie, va déménager dans de nouveaux locaux dont l'emplacement n'a pas été encore arrêté. Un projet qui va de pair avec l'enrichissement de l'offre de soins au centre hospitalier. Depuis l'an passé, les personnes souffrant d'obésité peuvent y être prises en charge. Cette année, un service rhumatologie va se structurer. Il est possible également depuis 2 semaines de se faire poser un pacemaker sur place. Enfin, un service plaie et cicatrisation chirurgicale doit également être opérationnel en 2022. Coût estimé du nouvel hôpital, 155 millions d'euros. Un autre projet d'envergure qui devrait se concrétiser dès cette année à Saint-Germain-en-Laye, le grand bassin du domaine national va reprendre vie. La première pierre de cette réalisation a été posée cet après-midi en présence de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Sur place, Mélanie Poquet et Laura Legault. La fin d'un projet de 340 ans confié par Louis XIV à Lenôtre. En 1660, les jardins du domaine royal de Saint-Germain-en-Laye sont en piètre état et le roi demande à son jardinier de leur redonner de l'éclat. Mais cette commande est restée inachevée après le départ du roi pour Versailles. Ce projet est aussi porté par la ville, l'État et la Fondation du patrimoine. Ce jeudi 12 janvier, la première pierre du grand bassin du domaine de Saint-Germain-en-Laye a été posée en présence du maire Arnaud Péricard, du préfet Jean-Jacques Brault et de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Les évolutions technologiques du chemin de fer, du RER, avaient considérablement altéré cette perspective unique du château vieux et de sa grande pièce d'eau. Et finalement, les travaux de la RATP nous permettent de revoir les choses, à quelque chose en quelque sorte malheur et bon sur le plan patrimonial. Un projet collectif, on l'a dit, entre le maire, l'État, la Fondation du patrimoine, mais aussi le département des Yvelines et des mécènes privés, puisqu'une souscription a été lancée. Ce projet, il est innovant. Pourquoi ? Parce qu'on a mis autour de la table pour le financer le département, la région, évidemment, nos 2 principaux partenaires. On l'a fait également avec le ministère de la Culture, qu'il a fallu mettre aussi, demander de financement, mais des partenaires privés, des particuliers, la Fondation du patrimoine, un fonds de dotation, l'entreprise Suez, cas par cas, ils font des fenêtres. Eh ben, ils ont tenu à participer. Coût du projet, plus de 5 millions d'euros. Les travaux ont débuté grâce à l'arrivée du tram 13 et le tunnel qui le reliera au RER A. Le bassin se situe juste au-dessus des ouvrages de la RATP. Il s'agit du plus grand bassin d'Île-de-France puisqu'il fera 50 mètres de diamètre. Il permet de reconstituer la perspective royale des loges. Son inauguration est prévue le 17 septembre 2022 lors des Journées du patrimoine. À l'occasion du premier salon du livre organisé par Saint-Quentin en Yvelines, un prix littéraire a été lancé. 3 romans soulevant des questions de société sont en compétition. L'objectif, c'est de sensibiliser le public à ces thématiques et aussi de promouvoir le livre et la lecture. Les précisions de Laura Legault. Et une découverte de saison pour refermer ce journal. Nous vous emmenons à Louvciennes où le chef David Shellman a décidé de transformer son restaurant en chalet d'hiver, spécialité montagnarde en bord de Seine. C'est notre sujet gastronomie avec Wilfried Richy et Justine Brasier. Aligot, tartiflette,
Raclette ou burger au foie gras, nous ne sommes pas au cœur des massifs de la Savoie, mais bien dans les Yvelines. Ce restaurant a décidé durant l'hiver d'accueillir ses clients dans une ambiance chalet. Vous êtes vraiment dans le chalet où on a fait l'ambiance un petit peu peau de bête. On a mis des jolies moquettes un petit peu couleur sapin. On a aussi des coussins qui sont couleur un petit peu hiver. Donc c'est vraiment cette ambiance qu'on a voulu donner comme dans un chalet avec du sapin, du bouleau, des pommes de pin, des petites bougies et puis beaucoup de chaleur, beaucoup de chauffage. Décor et carte de saison pour la Maison Louvcienne située quai Conti. Pour les desserts, le vin chaud côtoie guimauve et churros. C'est très sympa, c'est très cosy, la chaleur est très agréable. Ça fait une ambiance très cool, c'est très sympa. Le temps n'est pas avec nous aujourd'hui, mais c'est très 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 chouette. Propriétaire du lieu depuis 2019 et chef de cuisine, David Scheulemann s'affaire quotidiennement auprès de ses équipes. Après avoir connu la haute gastronomie avec Alain Ducasse et Joël Robuchon, il a fait le choix de la banlieue parisienne pour une nouvelle aventure bistronomique. Comprenez une cuisine abordable mais avec une pointe d'élégance. Je voulais vous proposer, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de mettre un petit Mont d'Or dans notre four à braise pour vous expliquer un petit peu comment on fait notre raclette au chalet de la Maison Louvcienne. Donc on a la chance d'avoir ce joli barbecue et là on va commencer à faire fondre notre Mont d'Or. Et pendant que c'est en train de se préparer, on a Sébastien qui est en train de préparer l'aligot. Donc cette purée dans laquelle on met généreusement de la tome de Savoie. Une cinquantaine de personnes travaillent ici avec lui pour redonner vie à cet établissement laissé à l'abandon il y a encore 2 ans. Son pari semble réussi malgré la crise sanitaire et dans quelques semaines, la Maison Louvcienne quittera son manteau d'hiver et le chalet deviendra station balnéaire. Comme l'an dernier, la carte s'adaptera au réchauffement des températures et au retour du soleil, toujours les pieds dans l'eau en bord de Seine. On va se hâter de passer à table. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain, vous avez rendez-vous ce vendredi avec le 7-8 Week-end, une émission avec de l'actualité, des idées de sortie loisirs pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Belle soirée avec TV78.